Bien, merci. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation qui nous donne de la visibilité. C'est très important pour nous. Nous sommes une petite ONG et paradoxalement, on a beaucoup de travail dans le monde et nous avons une expertise gynéco et obstétricale quasi exclusive dans le monde. La plupart du temps, ce sont les sociétés savantes. Et si on cherche des finances, c'est plus parce qu'on est mauvais en com et qu'on s'attarde plus sur nos missions. J'ai fait une présentation, alors je vois que je suis le seul. Alors c'était plus pour les images, donc je ne sais pas si on l'a la présentation, vous l'avez? On va la voir sûrement. Sinon je peux faire sans, mais c'est plus pour les images. Alors je vous rassure tout de suite, c'est des images qu'on manie avec précaution, c'est des images de contexte et de mission, évidemment non des images médicales qui sont souvent assez brutales et plus techniques. Alors si on l'a pas, c'est pas grave, je vais faire sans. Donc rapidement, pour aller plus dans le vif du sujet, on va parler plus de la technique et de ce qu'on peut proposer, nous, en termes d'accompagnement. Ah, super, c'est mieux. Sur le terrain, nous travaillons beaucoup avec le professeur Mukwege, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un ami de Gynéco Sans Frontières. Et comme il le dit lui-même, réparer une femme chirurgicalement, pour reprendre les termes médiatiques, c'est extrêmement difficile et c'est ce qui est le plus facile à faire. Quand on englobe la dimension psychologique, comme il le dit aussi, on ne les guérit jamais, en fait, on peut les soutenir. Et donc finalement, la chirurgie, c'est la part la plus visible et la plus simple à faire. On va en reparler après. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Donc, je nous présente rapidement. Donc, GSF est une... presque, voilà. On teste le matériel. Donc, voilà. Donc, nous sommes une ONG qui a été créée en 1995 sur l'initiative d'un groupe de sages-femmes et de médecins qui se sont alertés sur la condition des femmes dans le monde, notamment par l'insuffisance d'accès aux soins, sous toute forme que ce soit, c'est-à-dire sous les dimensions médicales, mais aussi psychologiques, juridiques également. Tout ce qui peut toucher les femmes nous intéresse et nous tentons de nous déplacer en suivant l'actualité sur tous les terrains qui existent. Il y a l'Afrique, l'Asie, etc. Je vous montre une petite carte après. Donc nous allons toucher à tout ce qui peut toucher les femmes, c'est-à-dire la périnatalité, les souffrances médicales, psychologiques, les violences intrafamiliales, les violences conjugales, mais aussi toutes les discriminations de toutes sortes et bien entendu, ce qui nous intéresse aujourd'hui, les violences sexuelles en zone de conflit. Il faut bien comprendre que dès qu'il y a un conflit, ou même d'ailleurs c'est pareil pour un séisme, les premières victimes c'est les femmes et les enfants, puisque c'est les plus fragiles et ce sont des cibles. Donc, juste pour cadrer un petit peu, donc ça c'est un exemple de mission qu'on fait, c'est pas exhaustif. Nous sommes au Rwanda, d'ailleurs, nous en revenons fraîchement il y a quelques jours sur le camp de Mahama II. Nous sommes beaucoup en République démocratique du Congo, à Panzi et au Tema, qui est dans le centre dans la province du Sankuru, au centre de la RDC, au Cameroun, en Centrafrique avec Alima, au Togo aussi. Nous sommes en France depuis 2014, pour des raisons dont on va parler après, dont on a déjà parlé d'ailleurs. Et puis là, les projets à venir, on va peut-être intégrer SOS Méditerranée pour les femmes toujours. Donc là, vous avez une petite carte de où nous sommes, c'est plus visuel, voilà. Donc il y a des missions passées, des missions à venir. Et puis ça, ce sont toutes les missions passées, c'est pour vous donner une idée. On avait commencé au Mali, au Burkina Faso et en 99 au Kosovo. C'est comme ça un peu qu'on a initié nos premières missions. Et on va partout où on nous appelle, parce qu'en général, on nous appelle, et c'est ce qui s'est passé dans le Nord d'ailleurs, sur la jungle de Calais. C'est une sage-femme, Alexandra Dutte, qui nous a appelé un jour en disant « Vous savez que ce que vous faites à l'international, vous l'avez juste au-dessus de chez vous ». Et effectivement, on a retrouvé pour une partie certaines conditions qu'on avait ailleurs, voire en pire, dans les camps du Nord. Alors, ça c'est pour la presse. Donc la presse nous appelle aussi beaucoup. C'est aujourd'hui assez facile de trouver des articles qui passent justement qui parlent des violences sexuelles dans le monde, dans les conflits armés. Et on en a parlé pour l'Ukraine aussi. C'est toujours d'actualité. Et effectivement, dès qu'il y a un conflit, c'est systématique. Ça existait déjà d'ailleurs avant le 19e siècle. Dès qu'il y a un conflit, il y a des viols qui vont s'y associer. Donc je passe rapidement pour aller plus sur l'action de terrain, on pourra en parler des heures. La RDC, on en a déjà parlé, donc sur le Kivu, effectivement. Moi, je vais juste préciser le chiffre qu'on avait eu de l'UNHCR, et puis aussi, même le professeur Mukwege nous en parle. En termes de viol, c'est-à-dire qu'on parle uniquement de viol, on pense qu'il y a 500 000 victimes à peu près. Le docteur Mukwege, en 2004, signalait qu'il opérait 4000 femmes par an. Et aujourd'hui 2500, donc c'est moins, mais comme il le dit lui-même, les métastases sont là et on est loin d'arriver à zéro. On parle aussi rapidement du Rwanda parce que sur les camps de Mahama,
Donc là, j'ai mis 2 rapports, un de plan international, ça c'est un interagence qui date de 2016, on ne voit pas trop. Il souligne le fait qu'il y ait une majorité de femmes et d'enfants dans les camps de Mahama 1 et 2. Et en 2019, on recensait 400 000 personnes. Il y a une surpopulation et une grande promiscuité. Donc il y a beaucoup de violences sexuelles, ce qu'ils appellent les violences de genre dans le rapport de plan, sur les adolescentes, les enfants, les femmes, sous toute forme que ce soit, c'est-à-dire mariage forcé, grossesse forcée, rapports sexuels précoces, etc. Et donc, on a été alerté sur le camp de 1 et 2, puisqu'initialement, on attendait 50 000 personnes et on est à 500 000 aujourd'hui. Et donc, ils ont créé un deuxième camp, sachant que le premier a été créé en 2015. Et on a beaucoup travaillé avec Maggie Barangside, dont on n'a pas encore parlé, mais on la surnomme l'ange du Burundi. Cette femme a dû fuir son pays en 2015, justement, parce qu'elle avait créé la maison Shalom. Et, entre autres, elle était très opposante. Elle a énormément contribué à protéger les femmes et les enfants. Voilà, ça c'est juste pour vous situer le camp de Mahama, il est au sud-est du Rwanda, la frontière burundaise. Sans s'attarder, les actions. Alors nous avons 3 types d'actions pour ce qui nous concerne aujourd'hui, puisqu'il y en a bien d'autres bien sûr. L'action de terrain qui consiste à envoyer des équipes sur place et à agir, à opérer. Donc on envoie des chirurgiens mais aussi des sages-femmes, c'est très important. Quand vous allez sur des violences sexuelles, vous aurez forcément un soutien psychologique qui englobe la femme sous toutes ses dimensions, mais également les suivis des grossesses, puisqu'il y a des grossesses forcées, des grossesses non désirées, il y a aussi des grossesses qui étaient désirées, donc il faut toujours englober le suivi des femmes dans la totalité, et pas uniquement envoyer des chirurgiens qui opèrent. Donc l'action de terrain, c'est être sur place, c'est opérer. Mais ça a une grande limite, c'est quand vous venez vous opérer, vous déballez tout ce que vous savez faire, et puis au bout d'un mois, vous partez, et à J+1, le bénéfice, il est perdu. Si vous n'avez pas enseigné, en gros, vous perdez la pérennité de ce que vous faites. Donc il est quasiment plus important d'enseigner ce que vous savez faire que de faire ce que vous savez faire. Donc c'est de ça dont on va parler après. Et puis ensuite, je parlerai également de la France, parce que comme on le disait, c'est un peu idiot, enfin, ou en tout cas pas logique, d'aller très loin en Afrique pour essayer d'aider des femmes qui se font violer. Elles font un parcours migratoire, comme le disait Maureen Mercier tout à l'heure, et puis elles arrivent en France, et puis elles se font violer dans nos camps. Donc là, il y a un problème. Voilà, l'action de terrain, très rapidement, vous avez 4 grands hommes. À gauche, vous avez le professeur Richard Villet, qui est président de l'Académie de chirurgie, qui travaille à l'Hôtel-Dieu. Vous avez Claude Rosenthal, qui est notre président d'honneur de GSF, qui a été très longtemps président de GSF, qui a beaucoup opéré les femmes. Il est petit sur la photo, mais c'est un très grand homme. À côté, vous avez Étienne Vincent, qui est un chirurgien viscéral, très engagé dans l'humanitaire, qui est à Neuilly, je crois. Et puis Bernard Crézé, à droite, qui est un ami personnel de Denis Mukwege, qui, lui, est chirurgien gynécologue à Angers. Et on a créé un partenariat, enfin, il a créé un partenariat de formation de chirurgiens au CHU d'Angers. Voilà, donc ces hommes-là ont fait une mission pilote en 2012, qui a duré jusqu'à 2018, où on allait opérer et former les gens directement à Panzi, qui est à l'est donc, de la RDC, exactement dans la zone où on trouvait ces femmes qui étaient mutilées, violées et qui avaient besoin de soins. Et donc c'est la structure qui a été créée bien sûr par le professeur Mukwege lui-même. Et donc on y allait et entre autres, on développait des techniques. La technique, la seule dont je voulais parler, c'est une technique qui a été validée par la Fédération internationale de gynéco-obstétrique en 2021. C'est une technique reproductible et sécure qui consiste à traiter par voie basse des femmes qui souffrent de prolapsus jeunes, c'est-à-dire sur soit des séquelles handicapantes, mais aussi sur tout ce qui peut concerner des violences sexuelles et des réparations. Donc c'est surtout ça qu'on enseigne, entre autres. Donc pour tenir dans mes 10 minutes, je ne vais pas représenter le professeur Mukwege, mais bon, on le connaît, donc prix Nobel de la paix en 2018, et c'est un homme qui a soigné plusieurs dizaines de milliers de femmes depuis 20 ans dans son hôpital, qui a échappé à 6 tentatives d'assassinat et qui est protégé par MONUSCO depuis. Donc je vais vite, voilà. Donc formation, création d'un diplôme universitaire de chaire vaginale et pelvienne qui est devenu périnéologie après. Donc depuis mai 2019, donc GSF avec Bernard Crézé et Claude Rosenthal ont créé avec les experts congolais sur place et le professeur Mukwege un diplôme universitaire qui validait directement des jeunes Africains, généralistes, spécialistes, étudiants, pour un diplôme reconnu par l'Université évangélique d'Afrique qui a une grande valeur là-bas. Et donc on a formé en 2019 17 personnes qui savaient opérer les femmes. Avec bien sûr une formation à faire après, enfin en tout cas
une carrière. Voilà, vous avez une image justement d'un apprenti en train d'opérer. Alors derrière, vous voyez tous les blancs qui sont en train de superviser. Et on enseigne directement. Alors, c'est vraiment du compagnonnage comme on le fait chez nous, c'est-à-dire attention, ici il y a la véniliaque, etc. Il faut être plus en dedans. C'est vraiment, c'est du vrai compagnonnage. C'est comme ça qu'on apprend la chirurgie. Voilà, la dernière mission s'est tenue du 6 au 18 décembre 2021. Alors pourquoi c'est si loin? Parce qu'il y a eu le Covid aussi qui nous a un peu ralenti, comme tout le monde, avec les 4 personnes que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc le matin, on est au bloc, on enseigne, on a des vraies patientes, on dit voilà, sachant qu'on peut tout trouver sur des violences sexuelles, c'est pas comme les mutilations traditionnelles où on a un peu des catégories. On peut trouver tout et n'importe quoi, c'est toujours un peu une surprise, et il peut y avoir de très mauvaises surprises, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a étendu après l'expertise à tout ce qui est viscéral et urologique, parce qu'il faut que ces chirurgiens-là soient capables de prendre en charge des choses qui n'existent pas jusqu'alors. Et puis l'après-midi, donc formation théorique avec des cours qui sont distribués sur l'anatomie, sur la chirurgie générale, pour que ce soit un véritable diplôme universitaire. Voilà, donc là on retrouve notre cher professeur avec les 4 protagonistes qui ont beaucoup travaillé, œuvré pour Gynéco Sans Frontières. Ça c'est juste pour vous montrer l'emploi du temps, on va passer dessus, mais en gros le matin vous avez le bloc, l'après-midi les cours, et on a créé une véritable reconnaissance du diplôme qui a été inaugurée depuis le 9 janvier 2021. Où le président de Panzi était là, qui est un orthopédiste, il y avait le doyen de l'université, enfin on a fait ça en grande pompe pour que les jeunes médecins qui sortent de ce diplôme soient vraiment reconnus et aient quelque chose entre les mains. Et c'est important pour eux. Voilà, donc là vous avez le professeur qui fait un cours l'après-midi, donc c'est juste pour que ce soit concret. Juste un mot rapide sur ce que nous faisons à Otema. Alors Otema, ça a été monté, c'est un petit hôpital qui a été monté par Tony Elongué, qui est un élève du professeur Mukwege, qui fait la même chose que lui. C'est plus au centre, c'est plus safe, mais on recueille aussi des patientes qui évidemment fuient la zone Est et qui viennent aussi atterrir dans son hôpital. Et il a créé une structure qui est très intéressante parce qu'il opère, mais aussi il leur donne du travail, elles peuvent rester, elles peuvent discuter entre elles. Il a créé un lieu de vie, elles ne sont pas obligées de repartir après la chirurgie. Donc il les réinsère complètement, il y a un soutien psychologique, elles peuvent retrouver une vie qu'elles ont perdue, la plupart pouvant être rejetées après avoir été violées, puisque c'est pas facile de réintégrer une communauté. Elles peuvent être complètement mises au banc de la société parce qu'elles ont été violées. Donc ça leur permet de trouver une seconde vie. Et nous sommes allés déjà faire une mission là-bas de compagnonnage chirurgical du même acabit. Et nous allons y retourner bien sûr en février. Voilà, c'est pour vous montrer des images de l'hôpital de Théma. Voilà, là vous avez une photo, on est en train d'opérer, voilà. Alors, je termine, je ne sais pas où j'en suis, mais je pense que je suis en retard, sur le parcours des femmes issues de zones de conflit, donc l'arrivée en France. Alors, effectivement, il y a 3 étapes dans la migration. Alors, il y a le pays de départ où ces femmes peuvent déjà avoir subi des violences sexuelles. Il y a le parcours où elles peuvent en subir d'autres, c'est la loi des passeurs. Et il y a les camps à l'arrivée où c'est la loi du plus fort. Et donc, sur les 3 étapes, ça ne prend pas la même forme, mais au final, ça reste des violences sexuelles et il faut prendre en compte l'ensemble du parcours. On peut intervenir au départ, c'est ce qu'on essaie de faire. Au milieu, c'est très difficile, forcément, on essaie de les toucher et c'est pas chez nous. Et si elles sont chez nous à l'arrivée, on a un devoir de les prendre en charge. Et comme on le disait tout à l'heure, comme le disait Madame Bardet, effectivement, ce sont des femmes qui échappent en tout cas aux lignes qui sont dessinées par les pouvoirs publics, notamment dans les camps qui sont créés un peu de façon illégale. Pour d'autres raisons, et le problème c'est que la police n'y va pas forcément et que la sécurité n'y est pas assurée. Et évidemment ces femmes-là sont les premières cibles, elles sont des fois dans une tente au fond d'un camp, enfin c'est quelque chose d'inaccessible, et s'il y a des viols ou en tout cas une pression pour des services ou des passeurs, on n'y a pas accès. Alors là je ne vais pas trop m'attarder parce que je suis en retard, mais en gros la condition féminine est complexe. Être un homme, c'est pas du tout pareil. Des questions bêtes deviennent des questions vitales. Comment uriner, comment gérer ses règles, comment se laver, comment laver son enfant. Et puis qu'est-ce qu'on fait si on a un enfant et qu'on subit une pression sur lui d'un homme qui veut des services sexuels. Ça, c'est des questions auxquelles elles ne peuvent pas répondre. Et on a créé Caminor dans cette optique-là en 2015, sur l'appel d'Alexandra Dut, comme je vous le disais, qui est sage-femme dans le Nord. Et on a créé à peu près 150 missions depuis cette date. Et surtout, il y a eu Caminor au début, maintenant il y a Camille France à Paris. On a accueilli des femmes ukrainiennes d'ailleurs, on en a dans le sud, on en a à Lyon. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes migrantes partout en France, et pas uniquement dans le nord pour l'Angleterre.
Voilà, donc ça consiste en gros à faire des maraudes, puisqu'il faut aller les chercher, ces femmes. Très souvent, elles ne viennent pas se présenter, dire j'ai des soucis. On a même dû cacher l'estampille GSF sur notre camion parce que on ne voulait pas. Enfin, on s'est rendu compte que quand elles rentraient là, les hommes ne savaient pas trop ce qu'elles allaient chercher, et donc on a voulu rendre silencieuse la consultation. Donc on a tout effacé, on a fait un camion blanc comme MSF, et on s'est rendu compte que les femmes venaient plus si on n'avait pas la signature gynéco. On les écoute, on les prend en charge. Alors évidemment, les viols, il y a toute une logistique derrière d'IST, de grossesse qu'il faut prendre en charge, qui est très lourde. Il n'y a pas uniquement la réparation, l'accompagnement juridique, etc. On essaie d'englober en travaillant avec d'autres personnes. Voilà, donc ça c'est la photo de la fin. Donc les enfants arrivent à être heureux, c'est l'essentiel. Voilà, bah, écoutez, je crois que merci, en 10 minutes, docteur, c'était bien résumé. pour cette dernière photo, et surtout pour votre intervention et la présentation de ces actions remarquables et diverses. Je vais maintenant donner la parole à la représentante de Biotech Sans Frontières en lui demandant de bien vouloir excuser la manière dont j'ai peut-être mal prononcé son nom tout à l'heure. Donc je donne la parole à Madame Michenk Pêche en espérant cette fois ne pas avoir estropié votre